Que du bon monde sur ce plateau ce lundi 12 décembre pour votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Pour cette première partie notamment, nous avons l'honneur de recevoir Frédéric Bulot qui est international gabonais de football. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonjour, merci de votre invitation. Et surtout, ce n'est pas facile de vous avoir. N'étant pas toujours ici, je veux passer un peu plus de temps avec le Gabon, mon pays, donc m'investir un peu plus ici. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être là et de pouvoir partager un moment avec vous. De toute façon, c'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et puis, on a à vos côtés notre ami qui n'est plus à présenter, Jeremy Goma, qui est journaliste de sport à TV+ Afrique. Jeremy, merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Merci à toi, Gaël. Bonjour. C'est toujours un plaisir de venir sur le plateau de Gabon 24. De toute façon, tout le plaisir est pour nous et il est partagé. Et puis, avant de rentrer de plein pied dans cette émission, puisque nous allons parler de foot, beaucoup de foot, notamment avec la qualification historique du Maroc, nous allons revenir dessus, qui est la première équipe à avoir franchi finalement cette barre des quarts de finale. Le Maroc va discuter une demi-finale de Coupe du Monde. C'est une première pour le continent. Nous allons également revenir sur les 4 qualifiés pour le dernier carré de cette Coupe du Monde-là et notamment sur le 61e congrès ordinaire de la FEGAFOOT qui s'est déroulé ce week-end. Nous sommes avec Frédéric Bulot. Beaucoup de Gabonais connaissent Frédéric Bulot puisque c'était notre ailier magique avec ce pied gauche. On se souvient encore ces dribbles endiablés. Frédéric Bulot a disparu, on va dire ça comme ça, des radars de l'équipe nationale. Frédéric Bulot, qu'est-ce que Frédéric Bulot devient? Bon, aujourd'hui, en réalité, je suis toujours dans le monde du football. Je ne suis plus dans le cadre professionnel en tant que joueur de foot. Mais c'est vrai que j'ai toujours des intérêts entre les clubs, les agents, les joueurs. Donc j'ai pas mal de choses à faire évoluer pas mal de clubs aussi, où j'entraîne des fois quelques jeunes de façon bénévole, parce que j'aime apporter un soutien, une expérience aussi. Et j'ai été un joueur qui a été précoce dans le monde du football au niveau de la France. Donc j'amène aussi mon expérience sur tout ce qui est formation, etc. parce que j'ai pu obtenir et avoir les meilleures formations qu'il y a eu en France. D'accord, donc ça veut dire que vous jetez désormais un regard sur le Gabon, notamment la question de la formation. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en étant en France pendant pas mal d'années, je suis né au Gabon, mais j'ai fait toutes mes classes en France. Donc c'est vrai que pour moi, étant un ambassadeur du Gabon, j'ai toujours voulu que mon pays soit en haut. J'ai toujours cherché des confrères un peu partout en France ou en Europe en soi. Et c'est vrai que d'avoir choisi de jouer pour le Gabon avec le cœur, c'est toujours aujourd'hui, en sortant du monde du football professionnel, un désir et une envie de vouloir m'investir dans mon pays, de faire évoluer mon pays d'une façon ou d'une autre. Alors dites-nous, Frédéric Bulot, c'est peut-être des souvenirs douloureux, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Frédéric Bulot soit écarté des terrains, notamment de l'équipe nationale? C'est une longue histoire, c'est pour ça que j'ai toujours été silencieux, parce que c'est des choses qui sont graves dans le monde du football, qui sont maintenant au niveau même politique en France. On a touché le ministère des Sports et il y a beaucoup que ce soit la Ligue, la FFF, les clubs, les présidents des clubs, donc ça a fait énormément de bruit mon histoire et c'est surtout aussi pour pas que d'autres joueurs soient dans ma situation parce qu'il y en a énormément et que les clubs puissent utiliser des joueurs à leur escient pour des aspects financiers et qu'on trouve normal qu'un joueur puisse continuer avec un abus du club, ce qui n'est totalement pas normal. D'accord. Nous espérons que cette reconversion va être meilleure que l'a été votre carrière qui a été quand même un peu précocement arrêtée à cause de blessures et de tous ces problèmes dont vous évoquiez déjà. Jeremy, nous, on parle de la Coupe du Monde avec cette qualification historique des Marocains. Oui, effectivement, une qualification historique, il faut le dire. C'était quand même à célébrer. Un pays africain accède pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde dans le dernier carré, il faut le dire. Donc, c'est forcément un sentiment de satisfaction pour cette équipe et pour l'Afrique en général, parce que c'est une équipe, je le disais déjà avant que la compétition ne commence, cette équipe marocaine, les Lions de l'Atlas, arrivait avec, en termes de talent, un effectif assez complet, en termes de talent intrinsèque, il faut le dire. Donc, c'est une équipe qui, si on me dit que je suis surpris de les voir à ce niveau, je dirais quand même surpris, mais je ne suis pas également surpris parce que lorsqu'elle a abordé cette compétition-là, c'était avec une certaine fougue, ce qui a fait en sorte que cette équipe termine première de son groupe
Donc c'est aussi un aspect important à souligner. Messieurs, je vous propose de regarder ensemble justement ce reportage qui revient également sur cette qualification historique de l'équipe marocaine et puis on se retrouve derrière. Il y a dans le sport, et en particulier le football, une magie apte à produire une véritable exaltation émotionnelle, typiquement prompte à faire de certains sports de magnifiques spectacles. Ce fut le cas lors de la rencontre des quarts de finale de la Coupe du Monde de football qui a opposé les Lions de l'Atlas du Maroc au Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors qu'une fanzone a été érigée à la baie des Rois de Libreville, les supporters marocains et même africains acquis à la cause chérifienne ont vibré au rythme des actions d'une équipe qui ne cesse d'impressionner depuis le début du tournoi. Et durant cette bataille pour une place en demi-finale, les étages ont été nombreux et les mouvements de répit et de tension, de haut et de bas se sont succédés avec frénésie. Chaque action marocaine était synonyme d'ascenseur émotionnel, la preuve après l'ouverture du score du Maroc. Vive le Maroc! Le Maroc! Vive l'Afrique! Vive le Maroc! Le Maroc! Le Maroc! Tantôt anxieux, tantôt inquiets, les supporters du Maroc ont pu assister à l'exploit de Walid Regragui et ses hommes, qui sont donc présents pour la première fois de leur histoire dans le dernier carré d'une Coupe du Monde de football. D'ailleurs, après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, le quatrième essai a donc été le bon pour l'Afrique et c'est le Maroc qui en est l'auteur. Au grand bonheur d'un continent qui attend cela depuis belle lurette. C'est phénoménal ce que nous venons de voir. Vraiment, c'est la première fois qu'une équipe africaine se retrouve en demi-finale de Coupe du Monde. C'est un événement et il faut saluer vraiment l'organisation de cette équipe marocaine, la manière dont ils ont abordé cette compétition. Et véritablement, c'est impressionnant. والله aujourd'hui اليوم احنا فرحانين بزاف فرحانين بزاف فرحانين بزاف وان شاء الله الفينال ان شاء الله غنجيبوا الكاس الافريقيه ان شاء الله وهذا الكاس ديال دورموند كلشي لي افريكان كلشي ان شاء الله هذا الكاس ان شاء الله. Une victoire et surtout une qualification célébrée à la fan zone de la baie des Rois de Libreville qui donne déjà des idées pour la suite de la compétition. Le Maroc a gagné, pas que pour le Maroc, il a honoré toute l'Afrique, il a honoré tous les pays arabes et on est en demi-finale, c'est que c'est possible et on peut aller même au final, il faut y croire. Merci au Maroc, merci aux Lions d'Atlas, merci à Regragui, à notre coach magique et on remercie la communauté gabonaise de nous faire vivre ça ensemble et on y est. C'est donc un nouveau statut en Coupe du Monde que le Maroc confère au continent tout entier. Il faut également noter que cette qualification est le fruit du travail d'une équipe à la tête de laquelle se trouve un certain Walid Regragui, qui devient également le premier sélectionneur africain à conduire une sélection africaine dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Voilà, Frédéric Bulot, tu joie, c'était sur le front de mer de Libreville, comment la joie a été partagée entre Marocains et Gabonais, c'était un peuple frère. Selon vous, quel a été le secret, sinon quel est le secret de cette équipe marocaine aujourd'hui en demi-finale? Bon, selon moi, tout d'abord, c'est le feeling qu'ils ont entre eux. C'est très important, c'est un groupe qui vit bien ensemble, c'est des joueurs qui se connaissent, c'est des binationaux aussi beaucoup pour la plupart qui ont même eu des formations aussi en Europe. Et je pense que dans le contenu, il y a des qualités individuelles et des qualités intrinsèques qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont quand même assez importantes. Mais il faut voir aussi sur le côté tactique que le coach met en place, c'est bien structuré. Ça ne vient pas juste pour être le leader d'une équipe ou avoir l'étoile à chaque match. C'est vraiment un collectif pour des individualités au service du collectif et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. D'accord, mais c'est quand même une victoire à plusieurs points. C'est la première fois une équipe africaine arrive en demi-finale de Coupe du Monde. Mais il y a que derrière cette équipe, c'est un entraîneur local, Frédéric Bulot. Ça veut dire que c'est possible, s'il y a une certaine organisation qui est mise autour des différentes équipes africaines, même avec les entraîneurs locaux, on est capable de faire des prouesses. Bien sûr, c'est des gens qui ont aussi la connaissance, qui aiment travailler, qui ont aussi des contacts. Et c'est par rapport à tout ça qu'ils arrivent à justement pas prendre de but. C'est une équipe qui n'a pas pris beaucoup de buts. Jusque-là, on rappelle que c'est la meilleure défense. Exactement, et ça n'arrive pas par hasard. Aujourd'hui, c'est une bagarre d'échecs, on va dire, dans les systèmes où c'est vraiment tactique. Quelques joueurs comme les Mbappé, Neymar, Messi peuvent déséquilibrer des lignes
Mais en réalité, c'est vraiment un jeu d'échecs entre beaucoup de transitions, beaucoup de tactiques, beaucoup de structures défensives qu'ils mettent en place et ils l'ont très bien fait. Et puis, Jeremy, vous venez de le dire, est-ce que depuis le début de la compétition, quand on regardait les 5 équipes africaines, beaucoup misaient sur cette équipe marocaine? On a comme l'impression que l'Afrique entière attendait plus. Par exemple, le Sénégal, qui est championne d'Afrique, malheureusement qui a été éliminé peut-être à cause de l'absence de Sadio Mané. Il n'y a que Dieu qui sait. Est-ce qu'on vendait cher la peau de cette équipe? Non, pas forcément, parce que tu viens de le dire tout à l'heure, plusieurs fanatiques ou férus du football s'attendaient à voir des équipes comme le Sénégal ou encore, je ne sais pas, le Ghana passer à ce niveau de la compétition. C'est peut-être une surprise pour certains, comme je le disais tout à l'heure, mais pour d'autres qui ont cru en cette équipe, qui ont vu les qualités de Walid Regragui, voilà, qui a essayé de mettre un jeu bien défini en place dans lequel il faut miser sur l'impact défensif d'abord et puis essayer de se projeter vers l'avant. Donc ce sont des qualités comme ça qui ont été mises en place par cet entraîneur-là que beaucoup découvrent. Et puis il faut également dire que c'est une équipe, on l'a vu, hein, qui est jusqu'alors la meilleure défense avec un but encaissé. Et peut-être sur le plan, on va dire, offensif, qui devrait plutôt travailler parce que le Maroc arrive. De toute façon, même si on marque un but à partir du moment où on gagne. 5 buts marqués, ce qui fait de cette équipe la plus piètre attaque de la Coupe du Monde. Mais le Maroc est là, il faut les féliciter, bien que plusieurs personnes ne s'attendaient pas à les voir à ce niveau de la compétition. Je pense que désormais, l'Afrique devra compter sur cette équipe-là en tant que représentant africain arrivant en demi-finale de la Coupe du Monde. Et justement, avant de parler et de revenir sur les 4 équipes qui vont se retrouver, qui sont désormais en demi-finale, Frédéric Bulot, c'est quand même une qualification qui n'est pas volée quand on sait que le Maroc a battu la Belgique, 2e nation FIFA, quand on sait que le Maroc a éliminé l'Espagne et le Portugal. On ne peut pas dire que c'est une victoire, c'est une qualif volée. Pas du tout, et puis tout le monde est averti, ils vont jouer contre la France, donc le champion du monde. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est même un match qui va être compliqué pour l'équipe de France. Tout le monde est averti, le Maroc est là, c'est des joueurs qui ne sont pas connus au niveau mondial, mais vous allez voir qu'après cette Coupe du Monde-là, tous ces joueurs-là vont aller en ascension dans divers clubs. Très bien. Messieurs, il n'y a pas que le Maroc qui a été qualifié pour la demi-finale du mondial qui se joue au Qatar. On regarde les 3 autres qualifiés et puis on se retrouve derrière. Argentine-Croatie, France-Maroc, 4 pays, 3 confédérations continentales, 2 rencontres pour 2 places en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dans moins de 10 jours, nous connaîtrons le nom du vainqueur de l'ancienne Coupe, Jules Rimet. Depuis ce week-end, le casting des demi-finales est complet. La première affiche entre la Croatie et l'Argentine est actée depuis vendredi. La deuxième, opposant la France au Maroc, a été inscrite le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Les hommes de Didier Deschamps, tombeurs de l'Angleterre de buts à 1 en quart de finale, retrouvent le dernier carré pour la 2e fois consécutive. Ils y retrouvent les Lions de l'Atlas du Maroc qui, héroïques, ont disposé un but à 0 du Portugal. Une victoire historique du Maroc qui continue de faire parler d'elle. Une demi-finale entre la France, championne du monde en titre, et le Maroc qui, après avoir fait tomber l'Espagne et le Portugal de grande Europe, ambitionne de faire tomber Giroud et ses coéquipiers pour une place en finale de Coupe du Monde. La Croatie, déjà demi-finaliste en 2018 et qui a éliminé l'ultra favori sur le papier, le Brésil de Neymar, au bout des tirs au but, ira se frotter à l'Argentine d'un Lionel Messi, puisque jamais déterminé à décrocher la Coupe du Monde, un palmarès qui manque à son étagère à trophées. Maroc-France et Croatie-Argentine, 2 rencontres pour une place en finale de Coupe du Monde. 2 sélections européennes, une américaine et une africaine pour juste 2 places en finale. Des rencontres prévues mardi et mercredi prochains. Messieurs, nous avons parlé de Maroc, parce que c'est une équipe africaine. Et quand on regarde les 3 autres équipes, notamment la Croatie, est-ce que vous pensez que la Croatie est arrivée là par hasard? Il faut dire qu'elle n'a pas véritablement brillé tout au long des différents matchs qu'on a regardés. Frédéric Bulot? Sur le côté de la Croatie, c'est une équipe européenne qui ne fait pas trop de bruit depuis plusieurs années. Ils sont quand même vice-champions du monde. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est des équipes qui se mettent aussi en place. Le seul inconvénient qu'ils ont,
compétition, c'est les individualités qui ne sont pas reconnues au niveau mondial. Mais si on regarde le contenu de ce qu'ils proposent, c'est toujours bien structuré, ils ont la possession de balle et c'est des équipes qui ne lâchent jamais rien du début à la fin. D'accord, on a également l'Argentine qui a quand même un peu peiné tout au début de cette compétition-là avec cette victoire surprise. Hein. On l'a vu face à l'Arabie Saoudite, mais l'Argentine de Messi qui a bien pu se relever, Jeremy. Effectivement, c'est des équipes qui débutent ce genre de compétition de manière timide, mais après qui montent en régime au fur et à mesure que la compétition ne fait qu'avancer. Donc, pour certains, on peut dire que nous ne sommes pas surpris de voir des équipes comme l'Argentine à ce niveau de la compétition-là. Lionel Messi est plus que jamais déterminé à gagner la Coupe du Monde. Je pense qu'il a les atouts pour et que peut-être ses coéquipiers pourront l'aider. Parce que c'est une équipe, quand on regarde dans le contenu, cette équipe argentine, Jeremy. Non, dans le contenu, ce n'est pas forcément une équipe qui émerveille, mais c'est une équipe qui a des atouts individuels. On parle de Lionel Messi d'abord, qui est le leader incontestable de cette équipe. Il y a également d'autres joueurs comme Angel Di Maria qui peuvent apporter le surnombre, qui sont expérimentés également, qui peuvent permettre à cette équipe argentine de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Mais il faut dire qu'en face, il y aura également des équipes qui ont la même envie, la même ambition que l'équipe de l'Albi Céleste. Frédéric Bilot, comment vous regardez, comment vous voyez on a besoin de votre expertise, votre œil de footballeur. Comment vous voyez ces demi-finales, déjà entre la France et le Maroc, pour commencer, parce que c'est l'équipe africaine. Je pense que, aujourd'hui, le fait que le Maroc ait battu des équipes telles que la Belgique, l'Espagne et le Portugal fait en sorte que la France regarde cette équipe désormais d'un autre œil? Premièrement, il y a énormément d'engouement autour du Maroc. Toute l'Afrique va supporter le Maroc dans le monde entier. Tous les Africains du monde entier vont supporter le Maroc. Il y a aussi le fait que le Maroc joue un match où ils n'ont en réalité pas l'avantage de base. C'est ce que vont dire les internautes et le monde du football. Ils vont déjà partir défaitistes, donc ils n'ont rien à perdre. Le fait qu'ils n'ont rien à perdre, ça va aussi consolider une certaine force au niveau du groupe. Et la France aura beaucoup plus de pression que le Maroc, je pense. Donc le Maroc va beaucoup plus jouer libéré, je pense. Jeremy, vous partagez l'avis de Frédéric? Oui, peut-être. S'il faut dire que tous les Africains seront derrière cette équipe marocaine, parce qu'on a vraiment envie qu'elle aille au-delà même des demi-finales. Elle a pu déjà rentrer dans l'histoire, écrire l'histoire avec cette qualification pour les demi-finales de cette compétition. Mais pourquoi pas y croire, rêver encore plus loin et accéder au tour suivant, c'est-à-dire en finale. En tout cas, cette équipe a des qualités pour. Elle croisera une autre équipe en face plus forte qu'elle sur le papier, bien sûr, parce que la France arrive déjà avec cet ascendant psychologique et cette petite casquette de champion du monde en titre. Donc, ce ne sera pas un match facile, mais les Marocains ont tout. Ils ont des qualités, ils ont les atouts pour pouvoir, on va dire, contrecarrer les attaques de l'équipe de France. Il y a quand même cette autre demi-finale, hein, Frédéric Bilot, entre l'Argentine et la Croatie. Un match qui paraît pas forcément compliqué pour les Argentins. Mais vous l'avez dit, Frédéric Bilot, avec cette équipe croate qui ne fait pas trop parler d'elle, ne fait pas trop de bruit, mais comme une fourmi, elle dévore toutes les équipes qui, malheureusement, qui se dressent contre elle. Ça va être un match, je pense, assez ouvert. Il faut tenter un match de choses en peu de temps. C'est vraiment des éliminations directes et je pense que les deux équipes vont tâter un peu le terrain au début du match, au début de la rencontre. Il faut savoir que l'Argentine a toujours un facteur X, c'est Lionel Messi, qui même quand il fait une passe décisive exceptionnelle, les joueurs vont sur lui comme si c'était lui qui avait marqué. On sait que c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir aussi des records et il veut repartir avec cette Coupe du Monde. C'est le dernier trophée qui lui manque. Donc la Croatie, c'est vraiment un dispositif complet. De la défense à l'attaque, ça joue vraiment bien. C'est des joueurs qui sont sérieux et ça va être un match, je pense, très intéressant. Mais ça ne sera pas un peu la folie comme les équipes comme la France, comme le Brésil, où ça va avoir des individualités et des exploits dans tous les sens.
Et si vous devez relever, Djerbi, je me tourne vers vous, si vous devez relever un point faible pour cette équipe argentine, c'est vrai qu'il y a le facteur X qui est Lionel Messi, qui est un peu la grande force de cette équipe, mais on a quand même vu une équipe argentine pas très flamboyante, surtout en défense où ça peine un peu. Le gardien, c'est vrai qu'il a été bon lors de la séance des tirs au but, mais dans le match, c'est pas véritablement l'assurance-vie. Oui, c'est un peu la défaillance, j'y arrive, qu'il y a avec cette équipe argentine, c'est qu'ils n'arrivent pas à se focaliser sur le collectif. Eux, ils misent tout sur la star, c'est normal, mais après, il y a des systèmes de jeu qui font en sorte que les équipes adverses se concentrent leur attention sur la star, sur Lionel Messi. Les Pays-Bas, à chaque fois qu'ils touchaient le ballon, voilà, ils étaient 2-3 joueurs sur lui. Du coup, les autres joueurs n'arrivent plus à trouver des automatismes parce qu'ils sont habitués à focaliser leur jeu, à concentrer leurs efforts sur Lionel Messi. C'est un peu l'aspect négatif de cette équipe-là. Mais après, je pense que tous les réglages pourront être faits de manière en sorte que cette équipe puisse cette équipe puisse jouer normalement et que l'Argentine puisse accéder en finale. Ce serait quand même bien de voir l'Argentine gagner la Coupe du Monde. Ce serait une consécration pour Lionel Messi. On l'a dit tout à l'heure, c'est un trophée qui manque à son palmarès quand même. Bah, on espère pour lui, puisque son copain, Cristiano Ronaldo... est d'accord avec ce Pour l'aspect individuel, pour Lionel Messi, je ne serais pas défavorable à cette victoire. Ça ferait plaisir au monde du football déjà, parce que ça ferait plaisir à toutes ces personnes qui l'ont supporté. C'est quelqu'un qui est un exemple pour tous les joueurs de foot, et il a été aussi l'exemple de beaucoup de jeunes, beaucoup de licences qui ont été faites dans le monde du football en soi. Donc ça serait une bonne concrétisation pour lui. Ah non, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Messieurs, nous on revient au Gabon, notamment à Libreville, avec le 61e congrès de la FEGAFOOT. C'était ce week-end. On regarde ce reportage et puis on se retrouve derrière. Je déclare ouvert le 61e congrès ordinaire de la FEGAFOOT. Je vous remercie. Les choses bougent à la Fédération gabonaise de football. L'organe fêtier du football gabonais a tenu son 61e congrès ordinaire ce week-end à Libreville, la capitale gabonaise. Une rencontre solennelle qui a réuni les représentants de la fédération, du ministère de la Jeunesse et des Sports, des ligues et des clubs professionnels, des ligues nationales de football professionnel et féminin. D'ailleurs, ce congrès s'est tenu 9 mois après la dernière élection durant laquelle Pierre-Alain Mungengi a de nouveau été porté à la tête de la Fédération gabonaise de football. Est-il besoin de rappeler que ce congrès intervient 8 mois après le dernier scrutin fédéral, à l'issue duquel je suis arrivé en tête au premier tour avec 54,54% de suffrages exprimés. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous réitérer très chaleureusement mon sentiment de reconnaissance pour cette confiance accordée à ma modeste personne et pour votre indéfectible soutien. Ainsi, durant cette rencontre des délégués, le mot d'ordre était sans aucun doute la concrétisation des chantiers de la FEGAFOOT. Dans le cadre de cette rencontre, il nous appartient de regarder non pas vers le passé, mais au contraire, de porter notre regard vers l'avenir, vers les grands chantiers et vers la poursuite de réformes de fond qui devront transformer notre environnement fonctionnel. Ce 61e congrès a également été l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée sur le plan national et international. L'année sportive qui s'achève a été marquée essentiellement, vous le savez, par la participation de notre pays à la phase finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Les prestations remarquables de notre équipe nationale à chaque match de ce tournoi ont été unanimement saluées, faisant de celui-ci l'un des meilleurs de leur histoire récente. C'est la tête haute que nos Panthères ont quitté la CAN 2021 après une longue séance de tir au but en huitième de finale face aux étalons du Burkina Faso. J'estime que nous devons être fiers et confiants en l'avenir. C'est tout le sens du rajeunissement de nos effectifs engagés par le sélectionneur national depuis quelque temps. Félicitations à nos joueurs et aux membres du staff technique des Panthères U23. Suite à leur brillante qualification pour le dernier tour des éliminatoires
de la Total Energy CAN de moins de 23 ans qui se jouera au Maroc. Au chapitre du développement du football, nous avons poursuivi tout au long de la période considérée notre effort en matière d'offres de programmes pour le renforcement des capacités techniques des arbitres et des entraîneurs. Il en est de même en ce qui concerne la promotion du football féminin et du football des jeunes. Si des innovations sont à noter, entre autres la mise en place d'une commission nationale de lutte contre le harcèlement et les abus sexuels au milieu du football, le président fédéral a renvoyé tout le monde à travailler davantage pour le rayonnement du football gabonais. Je souhaite donc à tout le monde, à ceux de l'intérieur, de regagner donc leur province et leur famille dans de bonnes conditions et de mener naturellement les activités prévues dans leur ligue provinciale à bien pour le bonheur du football de notre pays. Les premiers effets de ce 61e congrès devraient donc se faire ressentir dans les jours à venir. La Fédération gabonaise veut désormais trouver sa vitesse de croisière. Voilà, messieurs, peut-être en 30 secondes, Frédéric Bulot, je me tourne vers vous parce que Jeremy, lui, il était sur place lors de ce 61e congrès de la FEGAFOOT. Ça veut simplement dire que désormais, les choses ont repris. On sait tout ce qui s'est passé après l'élection de la FEGAFOOT. Pierre-Alain Mungengui qui a été en détention provisoire pendant 6 mois, il est sorti. Et puis, un peu plus d'un mois après, on organise ce 61e congrès. Ça veut dire que désormais, il faut aller de l'avant et laisser le passé au passé. Oui, il faut aller de l'avant. Après, moi, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé. Je ne reste pas dans tout ce qui est politique. Je reste que sur l'aspect technique, sportif. Donc, c'est vrai que des équipes, même comme l'équipe de France ou des grandes nations du football, peu importe le sport, en soi, c'est des équipes qui vont toujours chercher l'excellence, qui vont toujours chercher à s'améliorer. Aujourd'hui, le Gabon a surtout besoin, je pense, d'appui technique, professionnel, d'avoir des expériences de l'extérieur aussi pour aider à évoluer, pour aider à structurer. Le Gabon, avec un bon environnement, sans des bons joueurs, ne fait rien. Des bons joueurs avec un mauvais environnement ne fait rien non plus. Il faut arriver à consolider les deux choses. Et je pense qu'on a les ingrédients pour. On a une nation qui a les ingrédients pour. Je ne dirais pas un grand pays, mais on a les ingrédients pour essayer de travailler ensemble et de façon bien professionnelle. Messieurs, c'est sûr, justement, ce congrès que nous mettons en point final à cette première partie, on se donne rendez-vous dans quelques secondes pour la deuxième partie. Je rappelle simplement que j'étais avec Frédéric Bulot, international gabonais de football. Avec lui, notre ami Jeremy Ngoma, journaliste de sport à TV+ Afrique. Ciao, ciao, on se retrouve dans quelques secondes. Je vous l'avais dit en ouverture de cette émission, il y a du beau monde ce soir sur Multisport 24. Pour ces 26 dernières minutes, je reçois Anthony Obam. Il n'est plus à présenter. Je ne sais pas s'il faut donner son palmarès. Si je commence à le faire, on va certainement terminer cette émission. On n'aura rien dit. Donc, Anthony Obam, qui était un international gabonais de taekwondo. Anthony, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir. Et puisqu'on va parler de taekwondo, encore de taekwondo, toujours de taekwondo, lors de cette émission, à côté de vous, il y a Joël Narcisse Nguema, qui est lui, président de la Ligue de l'SIR de Taekwondo. Messieurs, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Et tout de suite, je me tourne vers Anthony, puisqu'il y a une actualité et puis un bruit dans le Gabon et partout en Afrique. Ce tournoi qui va être organisé par Anthony Obam les 17 et 18 décembre prochain. Anthony Obam, vous êtes là sur le plateau. On est mieux servi que par soi-même. Dites-nous, de quoi s'agit-il exactement? Écoutez, déjà, merci pour la parole et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir, Anthony. Plaisir partagé. C'est une idée que j'ai mûrie depuis pas mal de temps déjà. Et c'est vrai que mes frères et sœurs étaient impatients de me voir organiser un championnat ou une compétition de taekwondo sur le territoire gabonais, et c'est l'occasion parce que vu les résultats que nous avons eus dans les dernières compétitions, que ce soit cette année ou l'année dernière ou les années, il y a un constat qu'on a toujours fait, c'est qu'on manque de compétition, et surtout sur le territoire national, déjà qu'on a plus la Coupe du Gabon. La Coupe du Gabon n'a plus été organisée sur le
le territoire national. Nous avons la fédération qui se bat pour ça et nous croyons qu'elle va revenir. Nous avons la Ligue, nous avons le président de la Ligue de l'Estuaire qui est présent, qui va mieux en parler. Mais en restant ici cette année au Gabon, entre le Gabon et l'Espagne, j'ai vu une ligue travailleuse avec des compétitions qui fait avec les moyens qu'elle a pour garder nos athlètes en activité. Cette compétition que nous organisons, ce n'est pas moi qui organise, même si c'est vrai que c'est mon nom qui est cité. C'est l'association des champions qui organise la Coupe Anthony Obama. Une compétition de plus dans le programme de l'année, le programme annuel de tous les clubs du Gabon. Nous avons préféré faire une compétition sur le plan national d'abord parce que avec le nouveau système, le système des plastrons électroniques, le matériel que nous utilisons dans les compétitions internationales, que ce soit les championnats d'Afrique, les championnats du monde, même les Jeux olympiques, cette marque n'est pas encore utilisée, mais ce système y est. Et c'était important de commencer à pratiquer, que ce soit pour les athlètes, les coachs et même le corps arbitral. Vous l'avez dit, à vos côtés, il y a Joël Narcisse, qui est lui le président de la Ligue de l'Estuaire de Taekwondo. Dites-nous comment vous percevez ce tournoi qui est dans sa première édition déjà. Je vous remercie déjà pour l'invitation. C'est la première fois qu'on va avoir au Gabon le plastron électronique. Je pense que lors de mes précédents passages, on avait longuement parlé de cela. Et nous ne pouvons que féliciter le champion de nous donner l'opportunité aux jeunes pratiquants du Gabon de s'essayer à cet outil-là qui est indispensable à la pratique du taekwondo à l'extérieur. C'est forcément avec beaucoup de joie que nous accueillons, n'est-ce pas, la compétition, la Coupe Anthony Obama. Messieurs, on va revenir justement sur ce tournoi. Nous allons progresser dans cette émission pour suivre ensemble cet entretien que nous a accordé Sadrick Essono Mungengi, qui est le directeur de la protection de l'enfance à la FEGAFOOT. La Commission nationale de lutte contre le harcèlement et les abus sexuels a été mise en place par la Fédération gabonaise de football depuis 2021. À l'issue d'un certain nombre de révélations qui ont été faites, donc il a fallu que la fédération mette en place un certain nombre de mécanismes pour lutter contre ce phénomène. Il faut dire ici que ce phénomène ne touche pas que le football, c'est un phénomène qui est sur le plan sportif, sur plusieurs disciplines. Mais aujourd'hui, la fédération a pris les taureaux par les cornes en mettant en place cette commission nationale de lutte contre le harcèlement et les abus sexuels en milieu de football. Ce qui se passe, c'est que la Commission nationale est un comité consultatif. C'est-à-dire qu'au sein de la Fédération gabonaise de football, nous avons un département, une direction FIFA Guardian. FIFA Guardian, c'est un programme de la FIFA qui est pour la protection de l'enfance. Donc, nous avons ce responsable que je suis. C'est ce comité qui a mis en place. Nous avons un comité interne qui est composé d'un certain nombre de membres de la fédération et un comité consultatif. Le comité consultatif, c'est des membres qui sont complètement indépendants de la fédération, c'est-à-dire que c'est des psychologues, c'est des docteurs, c'est des gens expérimentés en la matière sur la prise en charge d'un certain nombre de cas allant dans la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels. À la Fédération gabonaise de football, nous avons commencé par le début. Le début, c'était que nous avions à la Fédération un draft de 0 qui consistait à énumérer un certain nombre de mécanismes pour lutter contre le phénomène. Maintenant, lorsque nous faisons appel à des experts, c'est-à-dire le comité consultatif, il a fallu que ce draft de 0 soit amélioré. Donc, ce comité a travaillé en même temps, et les experts en même temps, avec des partenaires sociaux tels que des ONG, tels que des organismes internationaux, l'ONU-SIDA, l'OMS, l'UNESCO. Donc c'est pourquoi le 16 novembre, nous avons organisé un atelier de validation pour valider maintenant les derniers contours, les derniers paramètres pour avoir un draft 1
que ce draft-là qui sera cédé, c'est un draft de la stratégie, c'est-à-dire que c'est là où, dans ce draft, que nous mettons toute la stratégie sur le plan national, comment nous allons lutter contre le phénomène du harcèlement et des abus sexuels. Voilà, c'était les éclaircissements du directeur de la protection de l'enfance à la FEGAFOOT. On sait que cette problématique d'abus sexuels a fait bruit au niveau du Gabon entre le mois d'avril et puis un peu plus avant. C'est d'ailleurs ce qui avait fait en sorte que le président de la FEGAFOOT soit interpellé par les forces judiciaires. Mais on espère que ce chapitre est désormais derrière nous, puisque sur ce plateau, on parle toujours de taekwondo avec Anthony Obama et Joël Narcisse Nguema. On revient sur j'ai envie de dire, l'innovation. Vous dites, c'est la première fois qu'on va organiser un championnat en incluant le plastron électronique. Bien dit. Le championnat, le tournoi, c'est du 17 au 18. Est-ce que actuellement, dans les différents dojos, les différents pratiquants de taekwondo s'accoutument déjà avec ce plastron électronique, Anthony? Écoutez, déjà pour s'habituer à ce plastron, il faudrait d'abord qu'on les ait. Ce matériel coûte extrêmement cher. D'accord. Pour cette édition, nous allons le louer à des spécialistes. Nous avons le représentant de la marque qui s'appelle, je ne sais pas si on peut citer les noms des marques ici, KPMP. C'est un système à part qui coûte extrêmement cher pour une compétition de ce type. Nous parlons plusieurs millions. Alors, pour une première édition, c'était important de faire venir et les spécialistes pour superviser au niveau de la compétition et aussi pour utiliser ce matériel. Ce qui se passe lorsque nos Panthères, les membres de la sélection nationale, vont en compétition, ils vont découvrir à l'extérieur. Aujourd'hui, cette semaine, ils vont découvrir ici au Gabon. Et petit à petit, on pourra voir comment ce sera possible de les avoir tout simplement dans les clubs, parce que c'est de là que part un des véritables problèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Alors, c'est déjà un pas en avant. Moi, je suis content pour tout l'engouement autour de cette nouvelle et de cette compétition. Je suis très content et je suis très honoré d'ailleurs de savoir que le maître Olomo que j'ai choisi comme président de l'organisation de la compétition sur le plan technique, c'est vrai que c'est l'association des champions qui organise l'événement, mais la famille du taekwondo s'y est prêtée au jeu avec le président de la Ligue. C'était important vraiment et c'est une manière aussi de réunir le taekwondo. Nous savons qu'on a connu énormément de problèmes. Notre fédération n'a pas fonctionné pendant plusieurs années pour certains problèmes que nous tous nous connaissons. Mais avec cette compétition, j'espère et je sais que la famille du taekwondo pourra se réunir parce qu'on a un objectif commun, c'est de faire briller le Gabon à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. D'accord, du 17 au 18, ça va être à Libreville naturellement. Exactement, Prytanée militaire. Est-ce que tous les taekwondoïstes de 9 provinces sont invités à faire le déplacement, ou pour ce premier jet, on est à Libreville, et puis après, pour les autres éditions, on va peut-être penser à élargir pour l'intérieur du pays? Bon, il faut dire que le comité d'organisation mis en place par le champion et la Ligue de taekwondo convie tous les pratiquants du Gabon. Aujourd'hui, nous avons des équipes qui reviennent de Port-Gentil, Lambaréné. Certainement, d'autres vont emboîter le pas, Oyem et Tchibanga. C'est ouvert à toutes les provinces. Ce n'est pas que la province de l'Estuaire, donc la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, non. Nous avons donné la possibilité à toutes les équipes de s'inscrire. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est une compétition qui a valeur également de détection pour les prochaines joutes? Exactement. Exactement. Parce qu'il faut préciser quelque chose. La particularité de cette compétition, oui. C'est vrai, c'est le matériel utilisé avec les normes sur le plan international. De la même manière que les combats seront jugés et arbitrés, ici, c'est de la même manière que c'est fait à l'extérieur.
dans les grands prix internationaux, dans les championnats du monde, même aux Jeux olympiques. Mais nous avons voulu vraiment honorer les pratiquants de taekwondo, les athlètes qui vont prendre part à cette compétition. Il y aura des lots, comme d'habitude, comme dans toutes les compétitions. Il y aura des lots à gagner, mais la particularité, c'est que dans toute compétition de taekwondo, il y a toujours le trophée de meilleur combattant. Il y a le meilleur arbitre, il y a le meilleur coach. Cette année, nous avons retenu les 2 meilleurs combattants. Meilleur combattant homme et meilleur combattant femme. Alors nous voulons qu'ils servent d'exemple pour montrer comment valoriser un champion et susciter l'intérêt des autres pour que les prochaines éditions, il y ait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de personnes qui veulent gagner. On a décidé, l'association a décidé d'offrir un billet d'avion à chacun des gagnants. Très bien. Pour l'Espagne, là où je m'entraîne, au club élite, Ramos et Brigitte, où ces 2 champions pourront côtoyer, s'entraîner, partager, vivre des moments exceptionnels avec d'autres champions olympiques, des champions du monde, des champions sur le plan continental. On veut provoquer ce déclic-là, on veut aider notre fédération à former ces athlètes. Ça commence par là, ce n'est pas un tout, mais je pense que c'est déjà un pas en avant. On espère justement que ça va véritablement créer un déclic. Messieurs, on va avancer, on va parler de cyclisme pour la suite de cette émission. On parle de la Tropicale Amissa Bongo qui revient dans sa 16e édition et c'est la stat de cette semaine. Du 23 au 29 janvier 2023, les amoureux de la petite reine gabonaise vont de nouveau vibrer au rythme de pédales des cyclistes venus du 4 coins du monde pour la référence des courses cyclistes africaines, la Tropicale Amissa Bongo. Ainsi, 15 équipes ont été sélectionnées pour la 16e édition de l'épreuve phare du continent africain qui se tiendra après 2 années d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis KO le sport au niveau mondial. Lors de cette course, UCI 2.1, le plateau sera composé de 5 équipes professionnelles UCI et de 10 sélections nationales africaines, notamment les Total Energy, présents pour la 14e année consécutive, les Belges de Bingol, les Espagnols de Burgos, les Américains de EF Education et les Turcs de Beykoz, qui auront pour leader l'Érythréen Nathaël Beran, le premier Africain vainqueur de la Tropicale Amissa Bongo en 2014. Ce melting pot, comme le veut la tradition de l'épreuve gabonaise depuis 2006, est un moyen pour les grandes nations africaines du cyclisme de se mesurer aux meilleurs professionnels du circuit. Ainsi, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Érythrée, le Maroc, Maurice, le Rwanda et le Gabon pays hôte prendront le départ avec les 5 clubs professionnels. Ce parcours 2023 offrira aux différents spécialistes la possibilité de briller sur tous les terrains dans 5 provinces du Gabon, avec un grand départ dans le nord du pays, dans le Wallentem, entre Bitam et Oyem, puis vers Minsik. Langounier, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime et l'estuaire seront également à la fête durant cette semaine de course. Selon les organisateurs, le final à Libreville promet un spectacle dense sur le circuit initial de la première édition en 2006. On est tout content du retour de la Tropicale Amissa Bongo, même si, il faut quand même le dire, hein, l'équipe gabonaise a du mal à se préparer pour être prête lors de cette 6e édition. Nous espérons simplement que rapidement, le patron du sport au Gabon va essayer de trouver des solutions pour que nos athlètes se préparent à affronter les meilleurs du continent et d'ailleurs. Comment se font les sélections, messieurs, pour ce tournoi? Bon, il faut dire que chaque club s'entraîne dans sa zone. D'accord. Et le club va présenter les meilleurs, puisque c'est en catégorie olympique. Donc le club présente 4 meilleurs athlètes de leur écurie, hommes comme femmes. Et chaque club a le droit de présenter ces 4 meilleurs athlètes comme ça. Vous pouvez avoir 2 équipes, équipe A, équipe B, et vous vous inscrivez à la coupe. 20 000 francs pour les frais de participation. D'accord. On parle d'à peu près de combien d'athlètes? Nous sommes autour de 400. 400 athlètes. Oui, nous sommes autour de 400. D'accord. Donc ça va. Parce que seulement l'SUR, nous comptons plus de 600 ou 600 athlètes. 600 et plus athlètes.
D'accord, Antonio Bam, on a vu dans l'affiche, je vous laisse présenter, il va y avoir un invité de marque. Se dire que ce tournoi a une connotation, j'ai envie de dire, internationale. Exactement parce que la vision, c'est que on ait une compétition internationale ici au Gabon. Pourquoi? Parce que les Gabonais sont pénalisés lorsqu'il s'agit du classement mondial. Pourquoi? Parce que il y a certains qui ne peuvent pas participer à toutes les compétitions. S'ils peuvent participer au moins une fois dans l'année à une compétition internationale qui se déroule dans leur pays, ce serait déjà une bonne chose. Alors notre invité d'honneur, c'est Ruth Bagby, l'Ivoirienne. C'est une grande championne, c'est une petite sœur, mais je l'invite cette année en tant que la championne qu'elle est. Une grande championne, c'est une championne du monde. C'est une championne d'Afrique, 6 fois championne d'Afrique, et elle est double médaillée olympique. Il n'y a pas un meilleur palmarès chez les dames sur le plan africain, dans le continent. Alors, les Gabonais sont fans d'elle, le monde du sport dans le taekwondo est fan d'elle, et je voulais offrir aux Gabonais la présence de Ruth Bagby ici au Gabon. Elle ne combattra pas, mais elle sera notre invitée d'honneur qui va valoriser simplement cette compétition. Et je voudrais aussi, avec la fédération, donc la fédération, la ligue, l'association, nous tous, nous voulons l'honorer et aussi quelque part nous encourager à valoriser nos athlètes, les athlètes africains. Moi, j'ai été honoré plusieurs fois, que ce soit dans mon pays, que ce soit dans les autres pays. J'ai eu une distinction au Sénégal par des mains du président Macky Sall. J'ai été honoré dans plusieurs pays, même en Corée. Et je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas pour mes frères africains. Très bien. Messieurs, on continue cette émission, puisqu'il n'y a pas que le taekwondo au Gabon quand on parle de sport. Il n'y a pas que le taekwondo au Gabon et dans le reste du monde. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. L'ancien coureur professionnel français Walter Benetto, passé dans les rangs de l'équipe vendéenne dirigée par Jean-René Bernaudot, a été retrouvé mort au sud de l'Indonésie. Âgé de 50 ans, Walter Benetto a remporté les boucles de l'Aulne en 2000 et fini deuxième en 2003. Pilote voiture de l'équipe pendant quelques années sur le Tour de France, après sa carrière en 2007, le natif des Essarts avait entrepris depuis quelques années une carrière de relations publiques au travers des équipes Total Energies et B&B Hotels. Eddie Jones, limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre récemment, est en discussion avec la fédération australienne dans le but de devenir le prochain sélectionneur des Wallabies d'Australie. Selon le journal L'équipe, qui cite le Sydney Morning Herald, le président de la fédération australienne a discuté par téléphone avec Eddie Jones. Hamish Maclean n'a toutefois pas indiqué s'il était intéressé par son profil dès 2023 ou à partir de 2024 après la prochaine Coupe du Monde en France. L'Américain Terence Crawford a conservé son titre de WBO de welterweight en battant par KO dès la 6e reprise le Russe David Avesanian ce week-end à Omaha aux États-Unis. C'est sa 10e victoire d'affilée par KO. D'ailleurs, Crawford, qui est toujours invaincu après 39 combats professionnels, défendait son titre conquis en 2018 pour la 6e fois. En ski de fond, l'équipe de Norvège a enlevé dimanche le relais 4x5 km mixte de la Coupe du Monde. Lors de l'étape de Beitostølen en Norvège, l'équipe 2 de Norvège, composée de Weng, Gonsalfen, Theodorsen, Kroger, s'est imposée devant sa consoeur, l'équipe 1 de Norvège et de la Suède. Et puis tout de suite, sans transition, nous passons à la règle de sport de cette semaine qui est consacrée à la balle orange. Le sport de la balle orange est une fois de plus à l'honneur dans Règle de Sport. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro consacré à l'anti-jeu appelé portée de balle. Aujourd'hui, pour en parler, nous serons accompagnés du directeur technique national à la Fédération gabonaise de basketball. Suivez-moi pour plus d'explications. Le portée de balle, c'est en fait un dribble irrégulier. C'est le fait qu'un joueur prenne le ballon pendant qu'il dribble et que sa paume, en contact avec le ballon, regarde vers le ciel. Ça peut encore être un dribble où le porteur de balle en dribblant dribble au-dessus de sa tête. Donc ces deux actions peuvent être considérées comme étant un porté de balle.
Donc comme je disais, là, c'est portée de balle parce que la paume regarde vers le ciel. Il y a portée de balle en ce moment. Deuxième situation, elle dribble trop haut, c'est un portée de balle. Si le dribble est trop au-dessus de la tête, généralement on dit au-dessus de l'épaule, mais sinon, même au-dessus de l'épaule, c'est acceptable. Mais si ça va trop au-dessus, au-dessus de la tête, c'est un portée de balle. Le portée de balle est une violation, parce qu'au basket, nous avons les fautes et les violations. Les violations, ce sont des infractions commises sur le règlement. Et les fautes, ce sont des infractions sur le règlement, mais qui impliquent un contact et qui impliquent l'adversaire. Donc le portée est une violation. Et quand l'arbitre siffle la violation de portée, la sanction, c'est juste qu'on remet le ballon à l'équipe adverse. Ce qui peut être conseillé aux joueurs pour éviter la violation de portée de balle, c'est d'éviter, pendant le dribble et pendant que le ballon est en contact avec sa main, de tourner la paume vers le ciel. Donc on conseille aux joueurs de dribbler au niveau de la hanche et de garder toujours la paume orientée vers le sol. Cette violation est très souvent confondue à la reprise des dribbles. Qu'en est-il de la différence? Explication. La nuance entre le portée de balle et la reprise de dribble, c'est que le portée est un dribble irrégulier. La reprise de dribble, c'est un dribble qu'on a arrêté et qu'on a repris. Donc, ce n'est pas un dribble irrégulier, mais c'est le fait de reprendre le dribble de manière irrégulière. Alors que le portée de balle, c'est un dribble irrégulier. Elle arrête le dribble, elle reprend le dribble, il y a reprise de dribble. Pour qu'elle reprenne le dribble, il faudrait qu'un joueur prenne le ballon, le contrôle du ballon. Elle reprend, elle peut dribbler. La reprise de dribble, c'est aussi une violation. Quand la reprise de dribble est sifflée, on remet le ballon à l'équipe adverse. C'est la seule sanction. Et qu'en est-il du dribble à deux mains? Explication. C'est interdit de dribbler avec les deux mains. On ne dribble qu'avec une seule main. Si on veut dribbler avec l'autre main, on passe le ballon sur l'autre main et on dribble avec l'autre main. On ne peut pas dribbler avec les deux mains au même moment. Quand on a dribblé avec deux mains, c'est considéré comme étant une reprise de dribble. Parce que si on a le ballon dans les deux mains, c'est comme si on avait arrêté le dribble. Donc si on le frappe encore au sol et qu'on le reprend, c'est considéré comme une reprise de dribble. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur ces deux phases de jeu que sont la reprise des dribbles et le porté. Nous espérons que plus rien ne vous échappera à ces niveaux. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci Andy Sonobian pour toutes ces explications. On en revient sur ce plateau avec nos invités Antonio Bam, international gabonais de taekwondo, accompagné de Joël Narcisse, qui est lui président de la Ligue de l'Estuaire. Monsieur, nous allons c'est quasiment la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot. Nous laissons la parole au président. Moi, j'appelle aux athlètes de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire à se mobiliser pour cette compétition, rendre la fête belle, les arbitres, les coachs à participer massivement parce que c'est la première fois que le champion va produire une compétition à Libreville. Ça nous donnera comme ça l'opportunité de nous retrouver et de nous unir davantage autour du taekwondo. D'accord, peut-être Antonio Bam également. Je me permets d'être le porte-voix des Gabonais. On a comme l'impression qu'Antonio Bam, quand il quitte l'Espagne pour le Gabon, il s'arrête à Libreville. Alors, les populations de Mandjindolou, les populations de Makokou, les populations de Fougamou demandent à quand nous, on veut voir également notre champion. Est-ce que la question est... vous y pensez quand même? Mais écoutez, vous savez que, bon, il y a un adage qui dit qu'on ne va pas chez quelqu'un les mains vides. Ce que je peux, j'ai le projet de délocaliser cette compétition déjà. Ce serait une bonne occasion de voir mes frères, effectivement. J'ai été dans l'intérieur du pays, mais pas dans toutes les provinces, j'avoue. Même, vous n'êtes pas la seule personne à me le dire. Ça au moins, même si je n'aime pas les promesses, ça au moins je peux promettre que je serai dans toutes les provinces du Gabon, ça c'est sûr. Ce que je voudrais dire, c'est, comme le président l'a dit, ce n'est pas ma compétition, c'est la compétition des Gabonais. Cette année, j'appelle à tous les potentiels partenaires, les sponsors, les chefs d'entreprise, ceux qui aiment le sport et ceux qui aiment l'effort,
à encourager cet événement. Je sais qu'il y a des personnes capables dans notre pays de faire en sorte que la fête soit belle. Et ce n'est pas seulement pour fêter, se réunir et passer un bon temps, mais c'est également une manière de sensibiliser, d'accompagner et former nos champions, nos futurs champions. Pourquoi? Parce que c'est le souhait que j'ai depuis que je suis à l'étranger. Je n'ai jamais matérialisé ce genre d'événement. C'est l'occasion et j'invite tous les Gabonais et les Gabonaises à le faire ensemble. Voilà, ça c'est mon souhait. Ce sera une compétition qui sera là tous les ans. Nous aurons toujours de nouveaux champions et comme ça, nous ne compterons pas seulement un seul médaillé olympique. Un seul champion du monde. De toute façon, Gabon 24 va toujours être là à vos côtés pour essayer de rendre cette compétition agréable à travers la communication faite autour de celle-ci. Messieurs, merci d'avoir été sur le plateau du Gabon 24. Merci au champion Anthony Olba. Merci également au président de la Ligue de l'Estuaire, Monsieur Joël Narcisse. Malheureusement, 26 minutes, c'est pas beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités, mais surtout toujours le même décor. Entre-temps, gardez le sourire. Ciao, ciao.